Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du conte Un parfum à sentir ou Les Baladins. C'est un conte de Gustave Flaubert qui, en réalité, n'avait pas été tout à fait terminé par Gustave et il a été un peu publié à son insu, on va dire. C'est un écrivain très perfectionniste et en fait, il n'a jamais cessé d'écrire et de réécrire ses romans. Toujours à la recherche du mot juste et de la phrase idéale. Ce conte est selon lui donc un conte philosophique, moral et immoral. Comme il le disait, c'est des pages qui ont écrites un peu sans suite, sans ordre et sans style, qui ont été retrouvées dans ses tiroirs à sa mort. Donc voilà, nous en étions au chapitre 4 et je vais poursuivre cette lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Puis quand le silence de l'attente avait fait place au bruit aigre du râteau, alors c'étaient les jurons les plus terribles, des serments hideux, des vengeances qui s'accomplissaient à l'instant de leur création. La lueur de la lampe venait briller sur la lame de quelques poignards qui s'enfonçaient dans la poitrine d'un homme. Et alors le maître séparait les combattants en jetant une femme au milieu d'eux. La porte, violemment ébranlée, remua tout à coup. On ouvrit, un homme entra. Elle avait un costume de baladin. Sa taille était grande, une profusion de cheveux noirs, et en désordre lui couvrait les yeux et empêchait de voir l'expression. Mais elle devait être terrible dans ces moments-là. Sa main droite se tenait fortement serrée. « Tenez, dit-il en jetant son argent sur une table, tenez. » Et il s'arrêta pour pousser un cri convulsif. « Voilà 10 francs. » Oh, plaignez-le, ce joueur, ce baladin, cet homme de mauvaise vie, cet homme qui n'aime pas ses enfants, qui bat sa femme. Plaignez-le, parce que c'est un infâme, un baladin, un homme de mauvaise vie, un homme qui bat sa femme et qui n'aime pas ses enfants. C'est que la misère a voulu qu'il soit baladin. La faim lui a tellement aiguisé les dents qu'elle l'a poussé dans une maison de jeu. Son éducation l'a fait un homme de mauvaise vie. Sa femme est laide, rouge et dentelée. Oh, une femme rouge, et ses enfants lui déplaisent parce qu'ils lui disent « j'ai faim ». Et ce cri-là, lui aussi, fait mal, car il n'a rien à leur donner. Plaignez-le. Tout à l'heure, sa femme est rentrée. Elle avait cassé son violon, elle n'apportait pas de pain. Il était 6 heures d'après-midi. Il faisait froid et tous avaient faim. Vouliez-vous qu'il laissât mourir ses enfants, ces pauvres enfants, qui, les mains jointes comme devant l'autel, se rampaient à ses genoux en lui disant avec un sourire et des larmes « du pain ». À genoux, les mains jointes devant un saltimbanque. Vous voyez bien que la misère avait fait faire des bassesses. Et puis, dans son désespoir, il avait battu sa femme, il avait maudit ses enfants, il avait appelé Satan, il avait chargé son pistolet. Par un sentiment machinal, il l'avait laissé tomber. Puis la tête lui brûlait, tout tournait autour de lui, et il avait vendu son arme. Il se trouvait dans une maison de jeu, et c'est avec une sollicitude bien douloureuse qu'il regardait ces 2 pièces roulées sur le tapis. Ces 2 pièces qui allaient décider de sa vie, et celle de ses enfants, et de celle de sa femme. Et maintenant, s'il perd, il se mettra brigand, assassin peut-être. On le conduira sur l'échafaud. Les mères, en passant, le montreront à leurs enfants comme un monstre, comme un être hideux, dont un seul de ses regards peut faire mal. Et sa tête roulera sur les planches humides. Et la foule, en passant, donnera encore des malédictions à son tronçon. Et voilà, un bien grand coupable. C'est un homme qui avait faim. Sa femme, si elle n'en meurt pas de douleur, elle mourra de misère ou bien encore elle se mettra ignoble fille de joie. Et la foule lui crachera au visage en criant « c'est la femme d'un assassin, c'est une fille publique et elle est laide ». Quant à ses enfants, la charité des hôpitaux les ramassera peut-être.
On les élèvera dans une crainte religieuse des autres hommes. On les séquestrera de la société. On leur donnera un habit s'ils ont froid, un morceau de pain s'ils ont faim. Mais leurs larmes, oh, elles resteront longtemps à couler sur leur visage, elles creuseront leurs joues. Les enfants des riches, en passant, leur jetteront parfois quelque or bien brillant avec un sourire d'ironie. Et puis, devenus hommes, ils machineront des crimes en haine de cette société qui les a maudits parce qu'ils sont les fils de maudits. Voilà tout ce qui tournait, sautait, tourbillonnait, dansait dans Pedrillo. Toutes ces idées-là se réalisaient dans son imagination. Il ne les inventait pas, mais il les voyait, il les sentait. Mais il ne comprenait pas, par exemple, pourquoi sa famille était malheureuse. Non, il ne le comprenait pas. Et se raidissait contre le ciel, s'il l'avait pu. Il aurait détruit la création. Il aurait anéanti Dieu. Sa respiration était forcée. Il soupirait par moments. Il croyait peut-être devenir fou. Il a 20 francs, il les prend avec joie, les serre, les embrasse. Il les rejette avec un geste d'orgueil. La salle résonne de cris. Pour qui cet or qui passe à travers les dents du râteau, qui déborde de la table? C'est à Pedrillo, riche de 10 000 francs. Il rit, il pleure, il saute. Il les rejette encore une fois, l'insensé. Il est heureux maintenant, 10 000 francs. C'est un homme vertueux, il peut acheter un habit, donner une robe à sa femme et à ses enfants des jouets, 10 000 francs. Il peut, avec son or dans ses poches, jeter à la misère non contingent, d'opprobre. C'est un homme honnête, 10 000 francs. Ses tresses décomposent, son rire s'apaise, son regard est moins vif, sa tête moins haute. Il n'a plus que 400 francs. Il pose la main à sa poitrine. Il a encore 50 francs. Il jette un cri de douleur. Il n'a plus que 5 francs. Maintenant, rien. La mauvaise fortune ne paraissait point l'avoir accablé. Et comme son voisin lui en demanda la cause, « Tenez, dit-il avec le même rire et le même accent qu'il avait eu en jetant ses 10 francs. Tenez. » Et il découvrit sa poitrine, elle était toute tremblante, sanglante. Et ses mains avaient de la chair humaine au bout des ongles. Chapitre 5. Il était nuit, mais une nuit sombre, sans astres. Une de ces nuits qui font peur, qui vous font voir des fantômes et des spectres dansant sur le mur blanc des cimetières. De ces nuits dont le vent fait frémir d'horreur et dresser les cheveux sur la tête. De ces nuits où l'on entend au loin le cri plaintif de quelques chiens rôdant autour d'un hôpital. Pedrillo était sorti de la maison de jeu. L'air frais de la nuit vint rafraîchir son front et lui rendre le sentiment réel de sa position. Mais peu à peu, l'imagination prit le dessus. Il rêvait en marchant. Tous les objets qu'il voyait prenaient une forme gigantesque. Les arbres, que le vent faisait frémir avec plus de furie que la nuit précédente, lui paraissaient comme des géants hideux. Toutes les maisons étaient pour lui des tripots. Entendait-il le bruit d'un orchestre en passant près d'un bal? C'était la musique de l'enfer. Une femme passait-elle en tournoyant près d'un rideau rouge? C'était une courtisane. Le bruit des verres sur le plateau? C'était une orgie. Bientôt la neige tomba, et regardant ses habits, il se voyait entouré d'un linceul. C'était ainsi, assiégé, qu'il parcourait les rues en coursant. Quelquefois il s'arrêtait et, s'asseyant sur une borne, il regardait quelques rayons de lune et les nuages qui roulaient sur les étoiles. Il prenait tous les formes les plus bizarres et les plus grotesques. C'étaient des monstres grimaçants, puis des tas d'or, une femme avec ses enfants, un lion rugissant dans sa cage, une morgue et un cadavre sur la dalle humide. Et il entendait le sifflement des monstres, le bruit de l'or résonnant sur les tables. Il voyait les larmes de cette femme et de ses enfants,
Il entendait le rugissement du lion, il sentait l'odeur cadavéreuse de ce corps déjà verdâtre. Il regarda longtemps, puis le nuage prit une autre forme. Il eut peur, se mit à courir, n'osant regarder derrière lui. Et quand il arriva à sa tente, il était haletant, hors d'haleine, et ses traits étaient bouleversés. Marguerite était sur sa porte à l'attendre. Elle n'osa rien lui demander car elle comprit assez, elle dont le malheur avait plus d'une fois coupé son âme, elle comprit la sueur qui coulait de son visage. Elle vit pourquoi ses yeux étaient rouges de colère. Elle devina les choses qu'il pensait à travers la pâleur de son front, et elle savait ce que voulaient dire ses claquements de dents. Ils restèrent tous deux, ainsi, sans rien dire, sans se communiquer, ni leur peine, ni leur désespoir. Mais leurs yeux pourtant avaient parlé, et s'étaient dit des pensées tristes et déchirantes. Le lendemain, quand les enfants s'éveillèrent, Pedrio leur ordonna de faire leur paquet. Lui-même défit sa tente, la plia dans la voiture, et à 9 heures du matin, tirée par la rosaille, la carriole roulait lentement sur le pavé. La pluie n'avait point cessé depuis la veille. Elle venait battre sur les parois de bois de la voiture. Son bruit léger avec celui du vent et les mouvements des soupentes endormirent peu à peu les baladins entassés sur leurs toiles et leurs costumes de parade. Déjà tous, les yeux fermés, se laissaient balancer par les secousses, lorsque Ernesto, qui conduisait le cheval, rencontra 2 voitures qui portaient une ménagerie. En passant à côté de celle de Nogent, le montreur d'animaux reconnut à travers les vitres couvertes de vapeur la tête de Pedrio. Or, Pedrio, c'était une vieille connaissance. Il réveilla la troupe en faisant claquer son fouet. Et le premier mot qu'il adressa à son compagnon fut un juron accompagné de quelques F et d'autant de B. Puis, après cet exorde, il commença sa phrase en disant « Il fait joliment du bouillon aujourd'hui. Le Père éternel se vide la vessie. » Pedrio leva la figure bleuie et regarda cet homme avec surprise. « Tiens, c'est toi » dit-il étonné en ouvrant la lucarne. « Parbleu, est-ce que tu ne me reconnais pas? Tu es donc bien fier. Pourtant, tu n'as pas l'air trop bien fortuné. Et je crois que tu n'as pas foutu pour avoir une ménagerie comme la mienne. » Ce disant, il montra du doigt ses cages et une jeune fille assise à ses côtés. Au premier village qu'ils rencontrèrent, ils firent entrer leur voiture sous hangar d'une ferme. Et là, les baladins descendirent et s'embrassèrent. Pedrio n'eut point de mal à embrasser Isabellada. Mais quant à Isambard, ce fut bien différent. « Comment l'appelles-tu » demanda-t-il à son ami. « Marguerite. »« C'est une fraîche Marguerite. » Et il toucha délicatement du bout de ses lèvres le front rougeâtre. « Ah ça !» continua-t-il, « nous voilà réunis. Veux-tu voyager ensemble, nous associer ?»« Mais... comme tu voudras. » Il ne fallait pas laisser échapper une aussi belle condition. Pedrio le comprit bien. Il lui frappa vigoureusement dans la main en disant « Soit, tu es un brave. » Isambard fit la grimace, mais il n'y avait plus moyen de reculer. Et puis la famille de Pedrio, pensait-il, fera des tours de corde, tandis que moi, je monterai mes animaux. Tout le monde y gagnera. Après ça, qu'il prenne Isabellada s'il veut, je n'y tiens guère. Ils attendirent que la pluie fût passée, remontèrent dans les carrioles pour se diriger vers la ville la plus voisine, où ils devaient donner des représentations. Quand Isambard disait ce mot, il ôtait son chapeau et ajoutait « à l'aimable société qui s'y trouvera ». Chapitre 6. Vous avez vu 100 fois Isambard. C'est un homme petit, trapu, au teint frais et rosé, au nez rouge, aux yeux gris. C'est lui qui, dans tous les troupes d'acrobates, vous a fait rire si vous êtes enfant, et pitié si vous êtes plus grand. C'est lui qui, avec ses bas rouges, sa culotte courte, ses souliers à larges boucles d'argent, son chapeau à l'hidalgo, gris, ras et orné d'une plume de coq, c'est lui, dis-je,
qui reçoit toujours la craie au milieu du visage en frappant la corde. C'est lui qui tombe par terre, reçoit les claques. C'est lui qui, allumant les quinquets, se laisse dégringoler du haut de l'échelle. Puis il prend un air grave et, singeant le régisseur, il s'avance, le chapeau sous le bras, annoncer le programme. Marguerite, vous la connaissez aussi. C'est elle qui reçoit les 3 sous que chaque spectateur doit donner en sortant. Elle a les sabots aux pieds, des bas blancs bien tirés sur le mollet, et un mouchoir d'indienne sur la tête, en forme de béret. Vous avez vu Pedrio. C'est cet homme grand, mince marqué de petites véroles, qui saute sur la corde d'un pas léger, et qui bondit et qui saute, sans balancier. Depuis 2 ans, nos 2 troupes vivaient en bonne intelligence et la famille de Pedrio ne s'était pas repentie de son association. Tous vivaient heureux, tranquilles, sans soucis, mangeant le soir ce qu'ils avaient gagné tout le jour. Marguerite, seule, était malheureuse. Pourtant, son mari ne la battait plus. Ses enfants avaient du pain. Ah, c'est qu'Isabellada était jeune, jolie. Elle avait 20 ans. Ses dents étaient blanches, ses yeux beaux, ses cheveux noirs, sa taille fine, son pied mignon. Et Marguerite était laide. Elle avait 40 ans, les yeux gris, les cheveux rouges, la taille grosse, le pied large. L'une était la femme et l'autre l'amante. L'une était celle qui donnait toujours des reproches et l'autre de si ardents baisers. Isabellada était devenue mère. Et elle avait un enfant aussi beau qu'elle. C'était le second amour de Pedrio. Isambard avait regardé tout cela d'un œil de philosophe et s'était contenté de faire là-dessus une mauvaise pointe en disant que l'on n'aurait plus besoin d'aller chercher de l'eau pour faire la soupe, puisqu'on avait 2 mères sous la tente. Il la répétait à tout venant et disait ensuite « N'est-ce pas que je suis farceur ?» Et il en avait pour une demi-heure à rire. Ce qui humiliait davantage Marguerite, c'était cette comparaison perpétuelle de tous les jours, de tous les instants qu'elle avait à soutenir avec Isabellada, ce mépris qui s'attachait à sa personne, à tout ce qu'elle faisait. Mais ce qui lui faisait le plus de mal, c'était lorsqu'elle entendait le soir les baisers des 2 amants heureux, lorsqu'elle les voyait s'entrelacer de leurs bras sans crainte, sans pudeur, mais avec amour. Et puis l'enfant de Pedrio. Elle le haïssait d'une jalousie sombre et amère. Un jour, c'était dans l'été, toute la troupe, à l'exception des enfants, dansait dans le carrefour d'une rue assez déserte. Marguerite et Isabellada dansaient aussi, pauvre Marguerite. Pedrio, un bonnet de chinois sur la tête, des timbales aux genoux, une flûte de pan à la bouche, frappant de la grosse caisse, composait tout l'orchestre. Isabellada, en robe blanche, une écharpe rose autour du cou, sautait, dansait, tourbillonnait sur le vieux tapis de Perse. Son regard était vif et lançait des éclairs. Sa taille était fine, svelte, et se pliait, et s'abaissait, et se dressait comme le cou d'un cygne. Oh non, ce n'était point une robe, c'était un léger jupon blanc, avec des fleurs brodées au bas, un léger jupon tombant au milieu des cuisses, sur des bas roses qui les serraient avec volupté. C'était sa valse, sa danse tourbillonnant comme des pensées d'amour qui bondissaient dans le cœur d'un poète. Et sa gorge, si blanche, blanche comme du marbre, mais le plus blanc. Sa gorge si pure, si fraîche, si suave, et sa tête, et ses yeux, et son sourire. Oh, la gorge d'une femme, quand elle est jeune et jolie, quand on la sent comme une rose à travers la mousseline, sautillant au mouvement de sa danse. Oh, la gorge d'une femme. N'est-ce pas que c'est là, dans vos rêves d'amour, dans vos nuits d'insomnie, dans ces nuits que l'on passe à pleurer et à maudire sa mère? N'est-ce pas que c'est sur sa gorge que vous avez posé votre tête toute chaude et toute bouillante? C'est sur sa gorge que vous avez tressaillé d'amour, que toutes les fibres de votre âme ont vibré, comme la lyre touchée par le doigt d'une jeune fille, et se sont raidis de volupté, comme les muscles d'un athlète. N'est-ce pas entre ces 2 seins que
vous avez dévoré de si ardents baisers? N'est-ce pas dans son regard si doux que vous avez bu la vie? N'est-ce pas dans ses sourires que vous avez vécu? N'est-ce pas que son pied mignon, sa jambe si bien faite, était là sur votre lit à s'entrelacer dans les vôtres? Et puis sa figure, sur cette gorge, sur cette taille de femme, sur tout cet ensemble de gracieux, de céleste, de divin. Elle avait dans son regard, dans le mouvement de sa prunelle, dans le bruit que sa robe faisait en tournant dans l'air, dans la manière dont son pied pivotait sur le tapis troué, quelque chose d'inexprimable et d'inouï, de rêveur et de pur. Elle n'avait pas l'air d'une femme. Ainsi, sautant, tourbillonnant, dansant, oh non, ce n'était pas une femme, c'était une pensée d'amour. Et la voir ainsi, au milieu de cette musique aigre et bizarre, entre Isambard et Marguerite, c'était un diamant sur un tas de boue. Isambard faisait encore l'insipide paillasse, il avait un juste corps, des bas bleus et blancs, sur une perruque moitié rouge, moitié noire. Sous ce costume grotesque, il disait 1000 choses plaisantes, ennuyeuses. Et Marguerite, que faisait-elle? Elle souffrait, elle pleurait en silence. Oui, mais ce n'est rien. Souffrir, pleurer. Je comprends. Bien, chaque spectateur qui venait regarder avec extase la sylphide jetait les yeux sur l'autre femme qui était là, à quelques pas. Que faisait-elle? Des tours de force? Oui, à côté de cette jeune fille, si belle, si fraîche, se trouvait là, comme contrepoids, une femme rouge, aux joues épaisses, aux pieds mal faits, à la tenue déhanchée. Elle s'avançait aussi au son de la même musique, et ses pieds touchaient le même tapis que ceux d'Isabellada. Ouais, cette femme qui sautait si légèrement, qui vous inondait des éclairs de sa brillante prunelle, qui faisait tressaillir votre corps d'un long frisson d'amour quand sa robe, en passant, effleurait vos cuisses. C'était une baladine comme Marguerite. Elle est au même degré que cette masse de chair qui se contournait avec force, qui marchait la tête renversée au même niveau que les pieds, ne laissant apercevoir sous sa longue robe bleue qu'un ventre à la place d'une tête, et que des seins qui tombaient avec dégoût et pesanteur. Puis lorsqu'elle se relevait, son visage était couleur de pourpre, ses yeux tout violets, et pleins de sang, et ses veines gonflées. Et surtout cet ensemble grotesque, il y avait pourtant répandu un certain air de courtisane, de flatterie. Sa bouche sans dents voulait sourire, elle faisait une grimace. Son regard ennuie et pèse, mais elle déplaît souverainement lorsqu'elle dit, d'une voix aigre et d'un ton de pigrèche, « Eh, regardez bien, messieurs, comme ceci est difficile !» Et la musique continuait. Isabellada dansait, sautait, tourbillonnait comme des pensées d'amour dans le cœur d'un poète. De temps en temps, quelque chose se faisait entendre dans un plat qui était sur le tapis. « Ya gras », disait Isambard en défaisant sa perruque. Chapitre 7. Vous ne savez peut-être pas ce que sont les 4 masques qui s'avancent, crochés tous ensemble dans la rue du Théâtre. Il y a un Pierrot avec une tête de bœuf. C'est un homme petit, large, de bonne humeur et qui promet de s'en donner une bosse. C'est son expression. À sa gauche est un domino noir qui marche la tête baissée. Ce domino a l'air d'une femme. Puis c'est un diavolo assez bien fait qui parle tout bas à une jolie Suissesse, au continent court et qui porte fièrement une tête sans masque. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne nuit. À bientôt.